Marc Sans Façon, bienvenue sur Ça se passe. Hey, merci, ça fait plaisir d'être là. Yes, disons que ma bucket list de parler avec une légende de la tech de Québec est cochée. Ouais, légende, là, je suis un peu gêné. Là. Je suis Ouais, pas je trop okay. Je sais, laisse-moi te lancer un peu de fleurs. Okay. Normalement, Marc, je commence tout le temps en demandant comment qu'on se connaît, mais comme tu as dit tantôt... On se connaît pas. Exact. On se connaît pas. Ben, je t'ai croisé puis je t'ai serré à la pince rapidement dans vos bureaux à Québec. Puis tu me dis, hey, je vais venir sur le podcast. Puis j'étais comme, merci de faire ça avec moi. Ouais, exactement. Puis ça finit là. Mais écoute, on va apprendre à se connaître à travers cette conversation-là. Fait que, t'es-tu game de me faire un petit peu un récapitulatif du parcours professionnel ou même personnel qui t'a amené au rôle que tu occupes aujourd'hui chez Coveo, puis de mentionner ce rôle-là aussi? Oui, absolument. Funny fact, je suis né à Sainte-Foy, vraiment pas loin de nos bureaux aujourd'hui où on est. J'ai commencé à triper sur l'informatique vraiment jeune, à 12 ans. Il y a pas mal de gens qui écoutent ton podcast qui étaient pas nés à ce moment-là, j'imagine. Puis, écoute, mon premier ordinateur, là, c'était un Timex Sinclair, 2 cas de mémoire. Hey boy. That was fun. C'est ça. C'était où chez vous, ça? C'était-tu dans le sous-sol? C'était dans ma chambre branchée sur une TV de 12 pouces noir et blanc, genre, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est ça. En quelle année ça, mettons? Écoute, 12 ans, c'est pas mal... je sais pas si j'ai besoin de le dire, 1982-ish, quelque chose de même. Là. Incroyable. Ouais. Ça, c'était ludique, là, c'était pour le fun quand t'étais kid. T'étais pas en train de programmer le... Ben, écoute, j'achetais des revues, puis il y avait comme des listings là, en basic, puis là, ben, je programmais ça. Ouais. Puis souvent, ça marchait pas parce que c'était du basic qui était pas compatible, fait que j'essayais d'adapter ça. Là. C'était vraiment, vraiment drôle. Puis t'étais-tu comme un régleur de problèmes ou un gars qui pense en logique quand t'étais flow avant, justement? Je pense que j'ai toujours été comme ça, oui. Mettons, tu jouais au bloc Lego. Clairement. Oui, absolument. Non, j'étais toujours... exact. Okay. C'est ça. Puis là, à 14 ans, c'est quand même un fait important. J'ai rencontré Richard Tessier, qui est l'autre fondateur de Coveo. Oui. Fait qu'on est devenus amis à partir de ce moment-là, déjà. Fait que les 3 cofondateurs de Coveo, c'est... Laurent Simoneau, Richard Tessier, Marc Sans Façon. Et puis, Marc Sans Façon. Ouais. Parfait. Exact. Et là, tu l'as rencontré à quel âge, Richard? 14 ans. J'avais 14 ans. Lui, 12. Ouais. OK. Vous étiez chum dès le départ? Ou? Ouais, on est devenus amis, puis on est encore amis aujourd'hui, plus que jamais. Ouais, absolument. Absolument. Fait que c'est ça. Après ça, fast forward un peu, j'étais en informatique, je me suis ramassé rapidement avec une job. Okay. En 1991 chez Berklin. OK. Ça faisait quoi, ça, dans la vie? Excuse. C'était de la synchronisation manufacturière. Ça fait que ça, logiciel de synchronisation dans des manufactures qui, par exemple, tu as des jobs à faire puis tu as une machine qui fait de la peinture, ben là, il faut que tu fasses le setup de la peinture rouge, mettons, puis après ça, la peinture jaune, puis après ça. Fait qu'il faut que tu les fasses dans le bon ordre, puis il faut que tu détermines c'est quoi le bill of materials, les produits, etc. Ça fait que j'ai travaillé là pendant presque 8 ans. Puis t'avais gradué de l'Université Laval? Non, moi j'ai fait un DEC en sciences pures au cégep Sainte-Foy. Okay. Après ça, j'ai fait un DEC en informatique qui est comme accéléré, là, 16 mois. Puis j'ai recommencé à travailler tout de suite. Puis c'était quoi je vais me permettre de creuser dans plein d'affaires parce que je veux geek out autant que je peux avec toi, là, mais c'était quoi les genres de langages de programmation ou même le hardware sur lequel tu travaillais? T'en rappelles-tu de ça? Écoute, on avait un cours de COBOL. OK. C'était super pas le fun. Là, avec, tu codais, puis t'envoyais comme la job sur le serveur, puis à un moment donné, tu savais si ça avait marché. Là, c'était vraiment bizarre. OK. Mais écoute, on avait des PC à ce moment-là. Okay. Là, c'était des boîtes là, que tu ouvrais le capot. Là, c'était je sais pas, à ce moment-là, c'était quoi? C'était-tu des 386 ou quelque chose comme ça? Là? Parce que quand j'ai commencé... Parce qu'Apple avait déjà des personal computers à ce moment-là. Le Mac... Non, il y avait peut-être... Oui, il y avait le Mac 85, c'est ça. Mais la programmation, du moins dans notre cas, ça se passait plus. C'est ça, mais j'ai fait du C. J'ai commencé à faire du C au cégep. Puis quand j'ai commencé chez Berklin, c'était du C qu'on faisait à grandeur. Puis c'était du C sur Unix. Ouais. C'était pas Linux à ce moment-là, c'est Unix. On avait Interactive Unix, mais c'est au Unix. Après ça, il fallait qu'on porte notre logiciel sur d'autres serveurs de Unix parce que c'était pas pareil. Fait qu'il fallait que tu portes sur SEO. Mais là, si tu voulais aller sur HP, c'était pas la même chose. Puis là, à un moment donné, ils ont sorti
c'est quoi déjà? Le 64 bits, là, ils en ont sorti un que là, il n'y avait plus rien qui marchait. Là. Puis, il a fallu qu'on porte le Alpha qui s'appelait. Il a fallu qu'on porte notre logiciel sur ça, avec les compilateurs qui donnaient des horaires, c'était le bordel. Là, Oh boy. Ouais. Puis là, tu commences sur le marché de l'emploi, entre guillemets. Ben, pas entre guillemets. Non, c'était pas mal ça. Il n'y a pas de Tu guillemets. commences sur le marché de l'emploi. Il n'y a pas d'interface web ben encore, right? Internet, moi, je l'ai eu chez nous, ça devait en 98, je pense. Là. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai commencé à travailler en 91, j'avais un terminal. Fait que j'avais un clavier, un écran Ambre qui était branché sur un ordinateur 486 avec 16 MB de mémoire, puis on était 4 ou 5 à travailler là-dessus. Incroyable. Fait que quand on partait à compiler, les 4 compilaient, ben, tu sais, c'était... Fait que la joke de... Genre, je suis pas en break, mon code compile, c'était pas une joke. Non, c'est ça. Non, c'était ça, là. Ouais. Alright. Fait que là, tu fais ton bout de chemin chez Berklin. Berklin, ouais. Berklin. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Berklin se fait acheter par une compagnie hollandaise qui s'appelle BAN. OK. 95, 96, quelque chose comme ça. Et puis, je continue là un peu. Puis après ça, vers fin 99, là, je dis, bon, OK, ça décline. Le bureau, c'est moins le fun. Puis je me cherche un job. OK. J'ai 2 choix. Louis Tétu, à ce moment-là, il est parti chez Recruitsoft, qui devient Taleo. OK. Puis, ça fait que je passe une entrevue à ce moment-là. J'ai une offre d'emploi là. Et puis, j'ai mon ami Richard, qui avait travaillé avec moi chez Berklin, mais qui était rendu chez Copernic, puis qui me dit « Hey Marc, on aurait peut-être une job pour toi. » Ça fait que je rencontre Laurent. Que je connais un peu. Starté Copernic? Non, Laurent, qui déjà qui avait starté c'est Martin Bouchard. C'est ça, exact, excuse. Puis, c'est que Laurent, il me passe en entrevue. Je le connaissais, Laurent, un peu d'amitié avec Richard, évidemment. Et puis, il commence à m'expliquer. Puis, essentiellement, tu sais, c'est, regarde, on veut faire un engin de recherche pour compétitionner Alta Vista. Puis, on fait comme, wow, je connais rien aux engins de recherche. Tout ça. Ah, puis, by the way, c'est pas mal moins payant si tu viens travailler chez nous que chez Taleo. Je fais comme, it's a deal. Ça fait que j'étais là. mais t'avais cet appétit de start-up-là, I guess, de genre... Ouais. J'avais l'appétit, je pense, de... Je sais pas, ça m'a appelé là, d'aller travailler avec mon chum Richard, puis tout ça. Puis tu sais, je suis rentré là en janvier 2000. Il y avait 2 personnes qui travaillaient sur un prototype de Search Engine. OK. Mais c'était dans SQL Server. Ils poussaient dans des bases de données. Ouais, les queries prenaient c'était tellement long. C'est vrai, Michel Lemay travaille encore chez Coveo aujourd'hui, puis il était dans ceux-là. Là. Il est rentré comme en septembre 99, quelque chose si mon mémoire est bonne. Fait que j'ai écrit les premières lignes de code de nos librairies de base en C++, du produit qu'on vend aujourd'hui. Il y a plusieurs de ces lignes de code-là qui roulent encore dans le cloud aujourd'hui. C'est un capoté. Dans ce temps-là, les librairies de base, là, en C++, il n'y en avait pas tant que ça. Le Boost, puis toutes ces affaires-là, ça commençait. Mais là, ça, là, juste parce que je suis confus un peu. Est-ce que c'était à l'intérieur de Copernic que vous avez commencé à faire ça? Oui. OK, parfait. Je m'en viens. Vas-y. Fait que là, dans le fond, on part, puis là, c'est comme, OK, on fait un engin de recherche pour le web. Alors, on commence à travailler là-dessus. Puis là, ben, je suis tout seul. Ben, avec Michel, qui, puis là, un moment donné, on travaille ensemble. Là, on commence à bâtir l'équipe. On fait les crawlers. Après ça, il faudrait bien faire l'index. Une fois qu'on a des documents de crawler, on va essayer de faire un index. On commence à faire un index. La première version de l'index, c'était assez poche, là. Vraiment, même. Là. Fait que, rendu comme à la 4e, 5e version, là, ça commence à être pas pire. Mais là, il y a comme un nouveau joueur dans le marché qui commence à être populaire, là, ça s'appelle Google, je sais pas si tu connais. Là, on commence à regarder ça, on fait comme, ouais, je pense que, tu sais, 4 gars à Québec, là, contre Google, je pense que ça va pas marcher, là, notre affaire, là. Avec là, c'est là qu'on a dit, bon, on va faire un engin de recherche pour entreprise. Fait que là, on a fait Enterprise Search. Donc, on a fait... puis là, c'est ça, pendant 3-4 ans, pendant un bon 3 ans, on a eu le luxe de développer puis pas avoir de clients. Fait que Pourquoi vous aviez ce luxe-là? Parce qu'il y avait... Copernic était comme splitté en deux, si on veut. Il y avait comme toute la partie consumer, donc tout le Copernic agent, puis Copernic en tant que tel qui permettait de faire de la méta-recherche. Je ne sais pas si vous connaissez Copernic. Il me semble que j'avais ça sur mon ordinateur. Oui, sûrement. Là. Donc, dans le fond, tu rentrais une recherche, ça envoyait des recherches sur plein de search engines. Ça ramenait les résultats, puis ça les re-rankait. Ça a marché super bien pendant des années. C'était le fun. Tu pourrais rerouler tes recherches, puis voir les changements dans tes résultats, etc. OK.
Puis quand Google est arrivé tranquillement, les résultats de Google étaient toujours les meilleurs dans ce que Copernic retournait. Puis à un moment donné, c'est juste... je pense que ça existe encore comme compagnie. Mais... L'argent venait du côté consumer? Consumer. Ou... Puis là, dans le fond, ça finançait le côté enterprise. Mais à un moment donné, ils ont comme fait là... fallait qu'on le vende. Ouais, fait que là, on a bâti le produit. Puis... vers la fin 2004, mi-2004 à peu près, là, il y a une compagnie qui a voulu acheter Copernic qui s'appelait Mama.com à ce moment-là, qui était The Mother of All Search Engine. Vous chercherez ça sur Internet. Et puis, il n'était pas intéressé par la partie entreprise. OK. Fait que, dans le fond, il y avait comme deux choix. Soit que tous les employés qui étaient là, ils faisaient des packages puis ils s'en allaient. Ou Laurent a eu l'idée folle de dire « Hey, guys, on essaye-tu de faire un spin-off? » Fait que là, on a fait comme why not? OK. Ma blonde m'avait déjà trouvé fou quand j'avais accepté une job moins chère pour aller chez Copernic. Quand j'ai dit qu'on faisait un spin-off avec 3 mois de cash dans le compte de banque, elle a dit vous êtes complètement débile. Puis, OK. Puis là, toi, t'étais dans ta mi-vingtaine à ce moment-là, au début vingtaine? Ça, c'était en 2005. Fait que j'avais quelques années. Là. J'avais 35 ans à peu près. Là. Ah, OK. Puis ta blonde, à cette époque-là, avait-tu une job gross steady? Puis ouais. Est-ce que le risque de rémunération était distribué dans le couple? C'est ça que j'essaie de dire. Ma blonde était infirmière à ce moment-là. OK. Ça fait qu'elle avait de l'argent. On avait 2 enfants. C'est plus la partie start-up avec les 2 jeunes enfants qui ont compliqué la patente. Ah, ouais. Fait que l'investissement en temps puis c'est ça. Ouais. Mama.com, eux, ils étaient pas conscients ou du moins, ils avaient pas peur de ce joueur-là, Google, qui arrivait puis qui faisait du web search. C'était pas... Écoute, dans toute cette partie-là, j'ai pas été impliqué de ce qu'ils ont fait, mais probablement. Mais ils voulaient pas. La partie entreprise, c'est la partie sur laquelle on développait, là, notre Coveo qui s'est rendu Coveo. On n'avait pas de clients, peut-être un client. Puis eux autres disaient, c'est juste des dépenses, on les veut pas. Puis ça. Fait qu'on a fait le spin-off 2005. Laurent a commencé à partir avec son pack-sac puis essayer de vendre la compagnie pour avoir du funding. OK. Puis, fait que là, à qui il allait parler, mettons, pour essayer d'avoir du financement au début? Plein de monde, là. Okay. Il était à plein de monde. Écoute, il y avait, à ce moment-là, Laurent, il avait commencé un MBA. Okay. Puis un de ses profs de MBA qui avait embarqué dans un funding pour l'aider. Il y a eu comme des angels un peu au début. On a eu un fonds qui s'appelait Accès Capital, qui a été comme très, très important pour nous dans les débuts. Puis, c'est ça, par après, on a eu de la misère un peu, là. Ça n'a pas été facile, mais écoute, on a eu des ups and downs, je pense, comme toutes les startups, là. Ça a été combien de temps avant, mettons, la première embauche clé, là? Tu veux dire, une fois qu'on a fait Coveo, la première embauche clé? Ouais. Ça, c'est une bonne question. C'est-tu 1 an, 6 mois, 5 ans? L'embauche qui a suivi... clé là, qu'on dit wow, cette personne-là, honnêtement, je ne saurais pas quoi répondre là. Je voudrais pas faire de peine à toutes les autres. Ben, la première embauche tout court, je veux dire, la première fois qu'il y a quelqu'un qui est rentré sur votre payroll. Ben écoute, quand on a fait, ben ok, c'est ça que tu sais pas. Quand on a fait le spin-off, on est parti avec une partie, une 18 ans. On était 18. Fait que dans le fond, toute la partie de Copernic qui voulait pas, on est essentiellement parti. Je dis toujours 18, c'est entre 15 et 18 personnes. Puis on avait 3 mois de cash dans le compte de banque. OK, ben là, Marc, je vais poser une question, puis j'hésite à la poser depuis tantôt, puis au pire, si on se rend compte qu'on la coupera. Mais dans le fond, il y avait une partie de ce code-là que vous avez pu partir avec. Oui, exactement, absolument. Et des personnes. Fait que Mama.com ou l'acheteur était méga legit avec vous autres ou... Eh bien, ça a été compliqué, OK? Ça a été... Bon, fair notice, Laurent, c'est un excellent négociateur. Okay? Mais Laurent, dans le fond, Laurent a fait beaucoup de négociations avec Martin Bouchard et compagnie. Puis on a dit, ben regarde, on va partir une business, mais tu sais, on va garder l'IP sur le code. C'est bon, c'est ça que je me demandais en fait. Oui, c'est ça. Fait que là, on a gardé l'IP sur le code, ce qui était quand même assez important. Ben oui. Puis ça nous a permis de... Ben là, on avait genre peut-être 2 clients. Là, ça nous a permis de partir puis de faire. Puis il y a une transition importante, c'est que vers la fin qu'on était chez Copernic, on a eu un client qui nous a demandé est-ce qu'on indexait SharePoint. On a fait non. Fait que là, on a regardé, on dit, bon, on pourrait peut-être faire un connecteur pour SharePoint. Fait qu'on a fait un connecteur puis une intégration complète dans SharePoint. OK. Puis ça a été vraiment le premier produit qui a lancé Coveo. Là. Quand on a parti Coveo, là, on a fait un 30-day trial, cover SharePoint. Tout
tu le downloadais, tu l'installais, puis ça réindexait ton site SharePoint, ça remplaçait automatiquement le Searchbox. Puis OK. dans ce temps-là, on remarque que c'est pas mieux aujourd'hui, mais dans ce temps-là, le search de SharePoint, c'était vraiment de la merde. Écoute, c'était tout en OR par défaut, ça fait que si tu cherchais marque sans façon, ça te sortait des résultats avec marque, puis avec des résultats sans façon, puis c'était n'importe quoi, c'était pas trié, puis tout. Nous, c'était full trié, on avait des facettes, c'est facile de filtrer. Incroyable. Le monde... Malheureusement, pas assez, parce que c'était pas consumer, mais le monde qui l'installait, là, il appelait le bureau. Là. Dans ce temps-là, il y avait des téléphones. Là. Aujourd'hui, on a des téléphones, mais ça, on parle plus dedans. Là, mais dans ce temps-là, il appelait, il disait aussi que je peux envoyer ton chèque, là, parce que le trial finit demain, puis mes utilisateurs vont m'arracher la tête si ça marche plus. Là. C'était quand même vraiment cool. Là. Fait que là, vous commencez ça, vous réussissez clairement à pas run out de cash. Je sais pas si c'est parce que ce produit-là a amené assez d'argent, ce connecteur avec ShareGate-là, ou si c'est parce que Laurent et ou d'autres mondes ont genre déverrouillé un peu de financement qui est injecté comme capital. Mais avez-vous perdu des joueurs along the way? Genre, tu sais, cette crew, cette équipe initiale-là qui est venue de Copernic avec vous, sont-tu genre pas mal été là dans les 5 premières années, mettons? Ou... Ben, il y a un moment donné, il a fallu qu'on fasse des mises à pied parce qu'on manquait d'argent. Manquait de cash, ça, c'est arrivé. Mais le corps de l'équipe d'index, mettons, là, puis tout ça, sont encore avec nous aujourd'hui. Là. OK. Quand on a des gens ça fait 25 ans qu'ils travaillent avec nous autres. Là. Moi, ça fait 24 ans en janvier. OK. Fait que là, il y en a une couple que ça fait 24 ans. Michel Lemay, comme je t'ai dit, ça fait 25 ans. Frédéric Paris, qui est un vendeur, ça va faire 25 ans bientôt. Ouais, j'ai entendu dire que c'est comme ça que tu y allais. Je le connais pas, mais il m'a contacté sur LinkedIn. Des fois, tu shoot ta shot. C'est correct. OK, fait que là, on a comme vraiment dépoussiéré le début, genre vraiment la genèse de Coveo, puis ta carrière en même temps. Fait que là, ça me donne les bases comme historiques que j'ai besoin pour la suite. Là, je fais un saut dans le aujourd'hui pour que le monde comprenne un petit peu un day in the life. Fait qu'un jour quotidien de ta vie, ça ressemble à quoi dans le rôle que tu occupes aujourd'hui chez Coveo? C'est bon. Ça va nous donner un hint de la compagnie rendue où maintenant. Hey, c'est bon. Ben, à ce moment-là, peut-être pour revenir dans ce temps-là, 2005 jusqu'à peu près 2012, là, le gros de ma job, c'était de coder. Là, puis même en 2012, là, il y avait quand même une bonne équipe. Je gérais un peu, mais moi, mon focus, c'était coder. Je fais du code, c'est bon. Ouais. Puis, c'est ça. Fait qu'en 2012, là, j'ai commencé à moins coder en essayant de ne pas coder, mais tu sais, j'aime trop ça. Là, j'ai continué à coder. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Là. C'est qu'aujourd'hui... Day in the job, c'est un peu comme une boîte de chocolat, là. Je dirais ça de même, là. Tu sais pas ce que tu vas pogner, là, à part que tu... Mais écoute, le matin... Moi mon travail, c'est super important, les gens. Okay? Je pense que chez Coveo, puis en fait, je crois pour n'importe quelle compagnie, ce qui fait la compagnie, c'est les gens. Absolument. Donc, pour moi, prendre soin des gens, parler avec eux, développer une certaine relation, c'est super important. Puis je crois beaucoup en la passion. Je pense que les gens doivent être passionnés. Moi, je suis passionné dans la vie. Je suis passionné à mon travail. Puis j'espère que les gens le sont. Ça fait que j'essaie de... Ça tourne autour de ça. Fait que c'est qui les joueurs clés qui sont autour de toi, qui t'interagissent chaque jour? C'est-tu des VP? C'est-tu des directeurs, directrices? Il y a quelques VP, quelques directeurs, directrices, mais tu sais, ça peut être n'importe qui. Là. Je peux aller parler avec des gens qui peuvent venir me parler pour n'importe quoi. Tu sais, je fais des one-on-one, ma porte est ouverte. Là, si le monde veut parler, n'importe quand. Je vais m'en rappeler la prochaine fois que je viens au bureau. Sans problème, ça va me faire plaisir. mais tu sais, une day in the life, là, tu sais, oui, c'est n'importe qui, mais tu sais, je vais faire... j'ai essayé en préparation, j'ai essayé de diviser ça en 5 catégories que je me souviendrai plus. Mais je vais essayer, OK? Tu sais, clairement, les one-on-one avec les gens, on parle de, tu sais, c'est quoi les défis présentement? Est-ce que je peux aider dans quelque chose? Peux-tu débloquer quelque chose? Je peux-tu te nuire? Ce genre de choses-là. Après ça, il y a tout ce qui est un peu plus stratégique. Donc, on va parler avec, c'est quoi, peut-être plus roadmap stratégique. Des fois, c'est direction de compagnie. Des fois, c'est des affaires avec l'équipe de management. Donc, ce genre de choses-là peuvent arriver. Ensuite de ça, j'essaye de m'impliquer techniquement somehow. Ça fait que révision de design, discussion d'architecture de scalability. J'essaie de faire ce genre de choses-là. Là. C'est comme présentement, on est en train de travailler sur une feature de sécurité et d'encryption. Ben là, j'essaie de poser des questions, de faire des directions puis de comprendre comment ça va parce que... Continuer de gratter ton itch
Oui, puis de tech guy, là, je vois comme deux avantages. En fait, il y en a plusieurs, là, mais j'en vois deux importants. Un, oui, je veux rester impliqué et tout. Puis, veux pas, ça me fait partie de mes passions. Puis, si j'avais pas cette petite affaire-là, ça me manquerait. Exact. Puis, je m'aperçois que ça a un impact incroyablement plus fort que je pensais envers les gens des équipes quand je m'implique. OK. Même juste aller dans un sprint review, là, puis poser des questions, là, les gens font comme « Hein, attends un peu, là. Lui en haut, là, il s'intéresse à ce que je dis, puis tout ça. » Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça fait partie d'une autre chose. Des appels clients. C'est que souvent, je me ramasse avec des appels clients. Souvent, en mode genre découverte? Non, il y a deux parties. Mode vente. Ouais. Oui, il y a ça. Fait que, mais ça va être question technique. Là. Est-ce que votre plateforme a scale? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Comment c'est sécurisé? Souvent, mais là, pour que ça arrive sur ton bureau ou sur ton... ça doit être des gros clients. Ouais, là, tu te ramasses avec tes gros clients. Okay. Mais tu sais, dès les débuts, je faisais tout le temps ça. Là. Puis après ça, l'autre aspect, c'est, mettons, qu'il y a un incident. On a eu un incident dans le cloud, mettons, un downtime. Ben là, on s'organise pour pas que ça escalade. Mais admettons, là, notre gros client, là, il veut qu'on l'avertisse à toutes les fois qu'on fait des déploiements, puis il faut que j'y dise que ça n'arrivera pas. Il faut que j'explique pourquoi. Ben ça arrive aussi. Puis après ça, le cinquième point, c'est quoi? Ben c'est n'importe quoi. N'importe quelles affaires qui peuvent arriver dans un bureau de VP, puis dans un bureau de fondateur. Ça arrive, là. Comment... J'ai tellement de questions, man. Là, je vais être un peu off-script, Marc, mais je pense juste que ça va faire plus de sens d'en parler en ce moment. Là, parce qu'il y a quelque chose que... Il y a un filon que tu as mentionné, puis j'ai le goût qu'on tire dessus. C'est que pendant plusieurs années, tu as shippé du code. Tu es clairement un programmeur passionné. Par la discussion qu'on a eue avant qu'on enregistre, puis celle qu'on a là, je le vois, mettons, puis je le sens. Puis aujourd'hui... T'essayes de rester proche de la technologie, de l'innovation, puis de ce qui est technique, mais n'en reste pas moins que t'es un leader, t'es un gestionnaire, t'es un... C'est SVP ou... Ouais, SVP. C'est ça. Ça, on peut en parler du titre, parce que... On peut faire une parenthèse drôle, parce que mon titre... Quand on a fait le spin-off, puis on a créé Coveo, mon titre, c'était CTO. OK. Puis... là, c'est Laurent qui est Laurent était CEO. Puis, vers 2011 à peu près, il a décidé de step down de CEO, puis Louis est devenu CEO. Puis là, Laurent, il dit hey, « Marc, j'ai besoin d'un titre, puis je pense que ça va être CTO. » J'ai comme fait « Go for it. » Moi, ça me dérange pas tant que je continue à faire ma chose. Fait que là, funny fact, je ferme la parenthèse, ça me fait rire. Mais oui, parfait. SVP, excuse-moi. SVP puis fondateur, puis je pense que t'as juste moins les mains dans la poutine technique. C'est-tu comme... Je trouve que c'est un mot galvaudé, là, le deuil, là, mais tu sais, ça reste... que l'image est assez bonne. C'est un peu un deuil de Chris, man, j'ai amené de la valeur comme ça pendant genre over une décennie, si c'est pas plus. Puis là, c'est plus comme ça que j'amène de la valeur. Genre, j'ai le goût que tu me parles de ça. C'est juste. C'est une excellente question. Mais fair notice, j'ai encore codé des features l'année passée. Là, okay? Je t'enlève pas tes creds. Non, tu m'enlèves pas mes creds, mais tu sais, j'ai encore fait une coupe de bugs dans le soft là, dans les derniers mois. Là. Mais tu sais, j'essaie de plus en faire. Là. Sinon, pour de vrai, j'essaie de plus coder, puis je pense que c'est correct. Mais écoute, je pense que si tu fais des recherches sur le net, puis j'en ai fait en masse, quand tu passes de IC, de contributeur individuel, jusqu'à un genre de gestionnaire, c'est... Je connais peu de gens, je suis pas sûr que j'en connais en fait, qui ont trouvé ça facile. Moi, là, ça a pris 2 ans facile là, à dire. Juste à... Fuck. Oh, ouais. Mais tu sais, imagine... Qu'est-ce que tu disais? Pourquoi tu disais fuck? Parle-moi en plus. Imagine, là, tu as un problème, là, je sais pas, là, nous autres, mettons, l'index allait pas assez vite pour indexer des documents, puis là, ben, je passais une semaine et demie à coder, puis après ça, je faisais des tests de performance, c'est comme, fuck, j'ai 40% plus rapide, tu sais, instant gratification, puis là, je suis comme, yay! Ta loop de rétroaction. Hey, c'est instantané, le client, il reçoit l'affaire, puis là, tu dis, hey, regarde, ça va mieux, merci beaucoup, hein. Mais là, quand je sais pas, t'as un problème avec un employé où tu veux coacher quelqu'un à devenir meilleur de telle affaire, là, puis là, tu y parles, puis là, ça fait 3 mois que tu essayes de le coacher, puis là, tu te dis, tabarnak, il comprend pas vite, me semble, hein, tu sais. Non, j'exagère, là, mais tu je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est plus qu'à un moment donné, après un certain temps, 6 mois, puis là, à un moment donné, tu fais comme, oh, wow, OK, je pense que, hey, les affaires que j'ai dit, ça a marché, tu sais. Puis l'autre affaire qui est super tough dans un rôle comme moi,
Puis je vais quoter Louis ici, dit CEO, Louis Tétu dit CEO is a lonely job. Mais je peux dire qu'SVP, cofondateur, c'est un lonely job aussi. Là. J'ai pas beaucoup de feedback, moi, dans ma vie. Là, J'ai beaucoup de monde qui viennent chialer qu'il y a des affaires qui marchent pas. Là, feux. Mais de genre, hey, Marc, telle affaire, je pense que tu devrais faire attention quand tu le dis. Ou telle affaire, j'ai pas bien pris ça. Ou hey, merci beaucoup, ça, c'était vraiment cool. J'en ai pas beaucoup. Fait qu'en plus de pas avoir le feedback du soft qui va plus vite, t'as pas le feedback de ce que j'ai fait, ça marche-tu, ça marche pas. Puis les conversations que t'as, c'est souvent pour essayer de faire grandir les gens, de faire régler des conflits entre deux personnes, de faire... Fait que c'est vraiment difficile de tomber dans ce mindset-là. Puis l'autre affaire qui était tough, c'est qu'essentiellement, moi, j'étais quelqu'un qui... se crissait un peu du monde. Là. Moi, je faisais du développement logiciel, puis quand les autres allaient pas assez vite, je pognais le code, j'arrachais ce qu'ils avaient fait, puis je le réécrivais, puis ça va aller bien plus vite. Je reconnais l'archétype de programmeur de changer, puis tu sais, fun fact, parce que j'ai fait un test psychométrique quand je suis rentré chez Copernic, puis je l'ai relu l'autre fois, ma blonde a dit, ben c'est toi, puis tu te fous du monde. J'ai dit, oui, effectivement. Mais tu sais, je referai le même test aujourd'hui. J'espère que je serai un peu mieux. Je pense que je le suis honnêtement. Mais tout ça, c'est vraiment du travail sur soi que tu dois faire. Puis tu sais, c'est long à faire d'arriver là. Ça fait qu'aujourd'hui, j'en retire beaucoup de gratification puis de plaisir dans mon travail. Mais les premiers mois, c'est atroce, cette transition-là. J'ai trouvé vraiment difficile. Puis, je vais sûrement l'avoir dit dans l'intro anyway, là. Mais mettons, là, pour qu'on ait une idée de l'ampleur de Coveo, là. Aujourd'hui, Coveo, c'est disponible, je veux dire, ça a des clients dans, je sais plus, 50 dans quelques pays, je pense. En termes de chiffre d'affaires, I guess, c'est public. C'est public. Allez le voir, c'est public. On est une compagnie publique. Le monde peut aller sur Google, checker ça rapidement. Mais, tu sais, needless to say que c'est une licorne technologique québécoise. C'est coté en bourse. C'est-tu là ou une des premières licornes tech québécoises à aller en bourse? Je pense que... En tout cas, de Québec. Je pense que l'autre avant, à mon souvenir, quand on était en bourse, là, l'autre avant, c'était Industriel Alliance. Là, qui avait une valorisation. Mais en tech... Les Taleo, Taleo, mais oui, t'as raison. Puis Taleo, il avait été en... Mais OK, c'était bourse canadienne. Taleo avait été en bourse américaine. En bourse américaine, OK, c'est bon. Fait que tu sais, puis en termes d'employés, Marc, c'est genre 700 quelques? 700 employés, à peu près 250 à 300 dans la R&D. Bureau Québec, 225 personnes. Bureau Montréal, 250. Après ça, bureau à Londres, bureau en Hollande. Parfait. Fait que clairement que du début de l'histoire qu'on a racontée, là, qui était genre 2005, là, où est-ce que vous êtes parti avec 13 ou 18 personnes de Copernic, puis vous avez starté Coveo, à ce qui se passe aujourd'hui, ton rôle, pas juste ton rôle, mais la réalité dans laquelle tu joues ton rôle est genre violemment différente. Là, c'est genre le jour puis la nuit. Fait que ma question pour toi, c'est... En fait, j'en ai deux. Est-ce que t'as eu comme un moment donné un déclic qui a fait je trippe tellement sur la plateforme qu'on construit puis le potentiel que ça a que j'ai pas le choix d'accepter que ça scale avec des humains. Parce que tu me dis plutôt c'est les humains, les bonnes compagnies, on les construit avec des bons humains, etc. Puis oui, mais comme c'est juste une fonction aussi de genre, même si t'es un 10x, 20x développeur, tu pourras jamais programmer puis designer une solution qui va scaler autant que celle qui a je sais plus combien d'ingénieurs aujourd'hui. Fait que t'as-tu comme unlock un peu ça, le genre de ça va passer par d'autres mondes que moi, tu sais? Ça a été tough, ça? C'est une bonne question. Écoute, la vraie raison pourquoi à un moment donné j'ai arrêté de coder, c'est parce qu'il y en a du monde qui m'ont dit, là, Marc, il faut que tu arrêtes de coder. Là. Ben, pourquoi ils t'ont dit ça, mettons? Parce qu'il fallait que je gère puis il fallait que je lead. Là. Ils ont dit, écoute, Marc, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire ça. Okay. Puis, je veux dire, Guillaume Simard était dans ceux-là qui m'ont dit ça, by the way, qui doit s'en souvenir. Là, comme, Marc, tu sais, je sais bien que tu as l'air d'avoir beaucoup de fun, là, mais il faut que tu leads. Fait que, tu sais, est-ce que je l'ai fait en me disant, je le sais, c'était clair dans ma tête qu'on avait des gens super performants puis qu'on pouvait avancer et tout. Je pense que je continuais à coder parce que c'est vraiment une passion. Là, j'embarque là-dedans puis je vois pas le temps passer. Puis écoute, puis faire le switch à ça, honnêtement, les premières semaines, là, tu reviens chez vous là, puis là, tu fais comme... Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi que j'ai fait cette semaine? C'est pas la première fois que je l'entends.
Je veux dire, c'est juste ça. Là, pendant des semaines, c'est pas des mois, je disais à ma blonde, ouf, elle dit, puis comment ça va? Il est 2h15 vendredi, puis je suis revenu à la maison. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait cette semaine. Là, je pense que c'est pas... Je sais pas, là. Je parlais avec du monde, je pense que je les ai guidés, mais c'est pas juste de la gestion. Il y avait aussi beaucoup de produits là, quand même dans ce temps-là. Là. Ça, c'était cool. Mais c'était quand même d'essayer le produit, trouver des bugs dans le produit. On partait notre produit cloud à ce moment-là. Là. C'est au même moment que Guillaume Simard était pas mal dans l'équipe, ça? Début Guillaume, il est probablement rentré. Écoute, il pourra te texter ou commenter sur le vidéo, là, mais je veux dire, peut-être 2008, je dirais, quelque chose comme ça, 2009. Puis ça, c'était en 2012. OK, c'est bon. Ouais. Mais ça me mène à mon autre question que j'avais comme parquée dans ma tête, qui est tu te ramasses, t'es un fondateur, un cofondateur, souvent les cofondateurs vont faire la job qui doit être faite pour le bien de la compagnie, même si c'est pas nécessairement leur passion première ou genre même si ils ont pas nécessairement des connaissances ou une expertise incroyable là-dedans. Puis clairement, tu t'es comme ramassé à cette conjoncture-là, puis tu l'as fait. Ouais, tu le fais encore. Absolument. On s'entend. Oui. Mais tu me dis, ouais, mais ma feedback loop est plus longue, puis j'ai juste moins de sources de feedback. Fait que ma question pour toi, c'est t'as-tu essayé de t'entourer de monde? Tu t'es-tu fait un petit comité de feedback à l'interne, à l'externe? Comment tu fais pour continuer de croître là-dedans, genre? Ouais. Ben, ça a changé beaucoup au fil du temps. Là. Mais en 2012, on s'entend. En 2012, j'ai peut-être un directeur R&D à ce moment-là qui se rapporte à moi pour comment on gère les choses. Fait que oui, j'essaye d'avoir du feedback puis de donner des directions, ça marche bien. Aujourd'hui, on est pas mal mieux structuré, évidemment. Puis, il y a plus de feedback. Là. On a aussi, dans notre compagnie, comme dans plein de compagnies, on a aussi des HRBP, donc des gens qui sont des business partners HR avec nous. OK. Ça fait que ça, c'est vraiment cool parce que c'est des gens avec qui on peut... puis tu sais, shameless plug, Laurie, je l'utilise beaucoup pour bouncer des idées, puis j'aime beaucoup ça parce que je me fais une idée sur une situation, tu sais, puis j'y ai pensé, là, puis tu sais, je suis certain que j'ai la bonne situation, puis là, j'explique ça à Laurie, puis là, elle me sort une question du champ gauche, puis là, je suis là. Du coup, ça vient de où, cette question-là? Fait que ça permet, je pense, moi, ça me permet de grandir puis de voir des choses différentes. Fait que j'ai cette feedback loop-là un peu avec elle. Puis c'est quoi son rôle à elle? HR, business partner? Explique au monde c'est quoi pour ceux qui connaissent pas notre fait que dans le fond, elle, son rôle, c'est vraiment d'appuyer les managers au sein de la R&D dans les situations HR ou dans tout ce qui est un peu HR-related, les perf reviews, ce genre de choses-là. Embauche, renvoi aussi? Oui, exactement. Mais embauche, on a des recruiters qui font ça, qui sont spécialisés là-dedans. Dans le contexte de HRBP, de Laurie, c'est beaucoup ça. Puis, tu sais, moi, elle est proche des VP, puis de Richard, moi, Nicolas, des VP, puis c'est de l'appui de ce côté-là. Fait que ça, c'en est une manière de... C'en est une manière que j'ai du feedback. Mais j'ai quand même du feedback de quelques personnes, ça arrive. Mais je le vois aussi, là, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, je vais poser une question dans un sprint review, ce qui est complètement banal. Et puis là, après, mon Slack s'allume. Là. Puis là, j'ai 3 personnes qui disent « Hey Marc, t'as posé telle question, là, mais je voulais te dire, là, on a fait telle affaire, puis c'est 2 fois plus vite qu'avant. Puis tu sais, t'as parlé... t'as fait un R&D update où on fait des présentations, tout ça. T'as parlé des coûts. Ben, je veux juste te dire, regarde, on a diminué les coûts de 10% à telle affaire, là, puis c'est juste un début. Puis, fait que tu sais, je le vois que les gens, ils écoutent ce que je dis, puis c'est important pour eux. Puis mais tu sais, c'est rare que, tu sais, mettons, on a un logiciel qui s'appelle Small Improvements pour faire les perf reviews. En fait, non, on utilise Workday pour faire les perf reviews maintenant. J'en rentrerai pas dans ce sujet-là, je vais devenir méchant. mais on a comme des tanks dedans, là. Puis tu sais, le monde font des tanks entre eux, puis c'est bien cool, là, mais tu sais, le monde sont gênés, ils m'en font pas. Ou ils trouvent que je suis un truc de cul, comme je t'ai dit tantôt. Puis c'est pour ça, là, mais c'est pas ça, j'en veux pas. C'est pas ça le point. Mais tu sais, cette feedback-là des gens qui vont me dire « Hey, Marc, telle affaire, c'était vraiment cool. » Ou « Hey, Marc, telle affaire, j'aimerais ça en discuter, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. » Puis pour que moi, j'essaie de m'améliorer, ce qui est une partie super importante de comment je suis, ben il y en a très peu. Tu sais, sur 250 personnes... Il y en a des fois avec qui je parle, puis j'arrive à la machine à café, « Hey, salut, moi, je suis telle personne en R&D. Toi, t'es qui? » D'où t'es dans ma gang?
Ben, l'inverse arrive aussi. Hey, salut, moi, c'est Ah. Marc. Hey, tu m'as passé en entrevue il y a 3 ans. Ah, OK. Je pense que Ben, c'est sûr, c'est juste, tu sais, c'est quoi le Dunbar number, là, que genre, on peut s'organiser comme une fois à peu près à 100 ou 70 Ouais, moins. ouais, Je veux dire, ça. on n'est pas capable de tout garder dans notre Moi, c'est mémoire 9, cache. là. Le mark number, Là, c'est 9. moi, le mien, c'est 9. Mais tu sais ce que ça me fait, puis là, en tout cas, je vais y lancer des fleurs indirectement, mais ce que ça me fait. Ce que ça me fait penser, c'est que des gars comme, mettons, Guillaume Simard, là, qui vont avoir pas le défaut, mais le default, donc le réflexe de tout le temps pas mal dire ce qu'ils pensent, puis jamais avec mauvaise foi, mais essayer de bouger les choses vers la vérité, vers un meilleur. Enlever le statu quo, puis que les choses et les gens s'améliorent, mettons, genre. Ça vaut cher d'avoir ça dans ta team parce que si t'as jamais personne qui te challenge puis qui te dit ces choses-là, toi, tu deviens qu'à pogner de la rouille puis être dans ton propre statu quo. Ben, c'est mauvais. Si les gens te disent pas ces choses-là puis ont peur de donner du feedback pour peu importe la raison, ben, c'est qu'eux autres, ça devient comme, tu sais, ils deviennent capotés en disant hey, il a encore fait ça, il a encore fait ça, il a encore fait ça, plutôt que de dire hey Marc, tu sais, quand tu fais telle affaire, ben, tu penses, j'aimerais ça que tu fasses plus ça ou tu sais, tu peux-tu. Whatever, c'est quoi, là? Peut-être bien qu'après ce podcast-là, tu vas Ben, avoir plus peut-être. de ping. Écoute, on sait pas, là. On sait pas, j'espère, honnêtement, là. Fait que là, on a beaucoup parlé de ton rôle en ce moment. Je vais double-cliquer sur une question. Tu me dis si tu as l'impression qu'on y a répondu ou pas. Qu'est-ce qui est le plus fun dans ton rôle en ce moment? Puis qu'est-ce qui est le plus tough? Ouais. Est-ce qu'on a répondu à ça? Ben, le plus tough... La partie feedback, Ouais. puis genre... Ouais, le plus tough, de ne pas avoir de feedback, c'en est une, là. Mais le plus tough, c'est vraiment gérer les humains, là. C'est facile de gérer un ordinateur pas un bug, même si des fois, ils sont tough à trouver. Mais tu sais, gérer un humain, c'est difficile. Puis ça, ça, c'est la partie tough. La partie tough, c'est ça. La partie le fun, écoute, c'est les gens. C'est de rentrer dans tu sais, je dis qu'il y a du monde qui me donne pas de feedback, mais tu sais, j'arrive à la machine à café, puis t'as le gars que ça fait 1 an qui est là, puis il me fait des blagues. Je dis, hey, Marc, check, puis là... j'ai fait une vidéo un moment donné qui était vraiment en poche, là, by the way, mais le monde va rire de chez Coveo, mais sur la sécurité, sur comment c'était important, à l'intérieur de la compagnie. Ouais. Et puis, c'est vraiment mauvais, là. C'est dégueulasse, là. Et puis là, le gars, il dit, hey, Marc, viens voir. Puis là, je rentre dans son pod. Puis là, il a mis un screenshot de cette vidéo-là dans son background. Quand il lock, c'est ça. Puis là, je fais comme, cool. J'apprécie beaucoup. Mais tu sais, c'est un feedback. Et voilà. Il est capable de te troller un peu. Absolument. Absolument. Okay. Non, il y en a beaucoup qui me trollent. Puis c'est bien correct, là. Ouais, je vais essayer de l'avoir, ce screenshot-là. Ah, ouais, c'est bol. God. Quand est-ce que Coveo a pogné, mettons, un niveau de traction ou ce qu'on appelle typiquement dans le milieu product market fit, que vous étiez confiant là, que hey, on peut ouvrir les valves, que ce soit genre en embauche ou aller chercher du capital, ça va être facile. Y a-t-il un point d'inflexion qui vaut la peine d'être mentionné ou ça a tout été pas mal incrémentaire? Ben écoute, je pense que c'est le... Tu sais, ce qui fait que Coveo est rendu où il est rendu aujourd'hui, c'est une pivot sur le cloud, là. Okay. C'est ça. C'est jusqu'en 2010-11, là, notre produit principal, c'est Coveo Enterprise Search. Tu le downloads, tu l'installes sur ton serveur chez vous, puis that's it. Là, puis quand on fait des updates, ben, on espère que vous les installez somehow. Puis quand il y a un bug, ben, on essaye de comprendre c'est quoi le bug, puis pouvez-vous nous envoyer vos nouveaux logs. Et puis là, ben, on commence à faire une première version du cloud, qui est essentiellement un wrapper d'API, de UI, alentour de notre produit. Windows. OK. Puis... Fait que ça, on peut creuser un peu sur ce moment-là parce qu'il est charnière. Ouais. 2011, on commence à travailler là-dessus. Une petite équipe qui commence à mettre les API alentour. Mais parallèlement à ça, on est en train de sortir une grosse version qu'on appelle CS7, Coveo Enterprise Search 7. OK. Fait que t'as comme tout le main team qui travaille sur Coveo Enterprise Search 7. Puis là, on pogne... Là, c'est le moment où Laurent step down de CEO. Il dit, OK, on part ça. Puis l'idée, dans le fond, c'est de faire un produit qui va s'intégrer à Salesforce. Parce qu'il n'y a pas tant de... Il n'y a pas tant de compagnies SaaS à ce moment-là. Ouais. Salesforce en est une. Leur logo, c'est No Software, puis let's go. Puis fait qu'on dit, Laurent dit, on s'intègre là-dessus. Fait qu'on commence à faire... On ouvre un compte sur AWS avec ma carte de crédit personnel au début. Let's go, on part. Puis écoute, là, on fait un wrapper...
API, puis on est capable de provisionner des nouvelles machines Windows, d'installer notre produit dessus, toutes ces patentes-là. Là. Puis on a des API en com, là, fait qu'ils ont tout est embeddé là-dedans, puis on fait une intégration dans Salesforce. Puis là, on est rendu probablement mi-2012, quelque chose comme ça. Premier client qu'on a pour Coveo for Salesforce, c'est Exfo. La tante du gars qui travaille, d'un des gars qui travaille sur notre version 1 de tout ça, ben, est là-bas, puis elle est au service à la clientèle. Baf, on est tous contents. Mais le deuxième client qu'on a, c'est Salesforce. Salesforce lui-même. Ouais. Qui l'utilise pour... Mais laisse-moi prendre un pas de recul. Ouais. Salesforce a été une cible d'intégration prioritaire à cause de son volume, à cause de... À cause du no cloud, à cause de nos software. Ben oui, mais il y avait deux affaires. Il y avait le côté service à la clientèle. On s'est dit, OK, on peut aller aider les agents à trouver les données, des cases, les knowledge base, ce genre de choses-là. Exact. Et le fait que Salesforce sont dans le cloud, ben le modèle est dans le cloud. Ça fait qu'en attaquant les clients dans le cloud, on est comme plus facile de dire, ben nous autres non plus, on ne vendra pas un software. Là. Parce que, tu sais, dans le temps, envoyer ton software quelque part, ben tu sais, il faut qu'il le download, il faut qu'il l'installe, tout ça, alors que, tu sais, essayer le logiciel dans le cloud, c'est comme beaucoup plus facile. Ouais. C'est obvious aujourd'hui, là, en 2012. Puis vous aviez déjà une relation avec Salesforce? Ou? Non, on l'a bâti. À travers cette initiative-là de mettre Coveo dans le cloud. Oui, à travers beaucoup de billets d'avion de Laurent, Richard et plein d'autres personnes, oui. Oui. Comment vous avez décidé d'allouer des ressources à ce pivot-là, ou du moins cette nouvelle initiative-là d'aller plus dans le cloud? Écoute, ça, là, c'est vraiment Laurent. Là. Laurent, il a comme dit, regarde, on fait ça, puis on essaye ça, puis Marc, tu me sors des ressources, puis là, j'ai fait, ben là, il faut qu'on livre ça, il faut qu'on fasse les deux. OK, on va faire les deux. Okay. Fait qu'on a tassé du monde. Mais tu sais, on s'est ramassé avec des gens qui étaient très juniors à ce moment-là. Guillaume Simard était là-dedans, mais il y en avait d'autres, évidemment, qui ont embarqué dans cette bandwagon-là. Ça devait être excitant pour eux autres. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, c'est excitant. Puis tu sais, on a fait ça vraiment startup style parce qu'on a pris un bureau en face de nos vrais bureaux. Ah ouais. Qui était, je sais pas, à l'abandon. Les fils réseau tombaient du plafond. C'est ça. Ça fait que... C'est bien hot, je savais pas cette bout-là. Oui, fait que là, on a fait ça là. Puis après ça, là, on était dans nos bureaux sur Saint-Jean-Baptiste. Après ça, on a déménagé dans nos bureaux actuels. Là. OK. Puis ça, c'était en 2012. Là. Puis fait que dans le fond, pour ta réponse, c'est quand Coveo for Salesforce, on l'a vendu à Salesforce, là, après ça, ça a ouvert pas mal de portes. Parce que là, quand on allait voir les autres clients, ils nous disaient, non, on garde le search de Salesforce. Puis on disait, ouais, mais Salesforce utilise notre search. Et c'est comme, hein? Ouais, ta preuve sociale, ton effet logo, c'était énorme. C'est ça. Okay. C'est que ça l'a lancé pas mal. Combien de temps ça a pris de closer Salesforce, mettons, tu penses? Ouais, je sais pas. Ça a dû prendre une bonne année, là. Okay. Ouais. Puis aujourd'hui, vous avez encore une relation très proche avec Salesforce, j'imagine. OK. J'ai le goût que tu me dises, s'il y en a qui te pop vraiment dans ta tête, sinon on passe à l'autre, des bons coups puis des erreurs que toi, personnellement, t'as l'impression d'avoir faites. OK. À travers les 24 ans que tu as dit récemment, que tu vas avoir récemment. 24 ans chez Coveo? Ouais. 24 ans chez Copernic Coveo. Ouais. Okay. Y a-tu des erreurs ou des bons coups qui sont top? Ouais, ben évidemment, des erreurs, il y en a plein, là. Je pense que pour pas faire d'erreurs, ça te prend de l'expérience. Puis pour avoir de l'expérience, il faut que tu fasses des erreurs. Ça devient pas trop compliqué. Il y a une couple d'erreurs qu'on a faites que plein de gens font. Là. On avait une plateforme, dans l'exemple de Cloud V1, on l'appelait V1. Là, on avait une plateforme V1, puis on a décidé de faire une plateforme V2. C'est vraiment une mauvaise idée. Au lieu d'avoir une version Evergreen, genre. Ouais, c'est ça. On a quand même parti d'un modèle qui était mostly single tenant à un modèle qui... multi-tenant, c'est que c'était comme compliqué, mais on aurait pu le faire différemment. Ben, Indian, aujourd'hui, la plateforme est top et tout, mais ça nous a pris 3 ans à migrer nos clients V1 vers la prochaine plateforme. C'est que ça, c'est une erreur que j'aurais pas dû faire. J'aurais pas dû pousser pour ça. OK. Ouais, ben tu sais, des fois, il y a des gens qui sont en place, qui sont toxiques, que tu gardes trop longtemps. Là. Ça, c'est classique. Ils sont super bons, mais... c'est ça. Ouais. Les bons coups, quelques bonnes embauches, quelques bons flairs sur des embauches. OK.
côté technologique, je pense que, tu sais, force est d'admettre que l'index, c'est pas mal moi qui l'ai designé puis qui l'a codé. J'imagine que ça fait partie un peu des coûts, des affaires desquelles je suis fier. 100%. Ouais. Je pense que puis ça, c'est plus moi, là, je pense, de passer d'un gars qui se crisse du monde, comme je te disais, à quelqu'un qui care beaucoup à propos des gens, puis qui veut les faire grandir, puis qui essaye, moi aussi, de grandir. Je trouve que c'est un bon coup personnel que j'ai fait. Que, c'est une belle maturation. Je le dis humblement, là, je le dis très, très humblement, mais ouais. Mais c'est ça. OK. Ouais. Est-ce que la compétition, d'un point de vue technologique, le fait que d'autres solutions, produits numériques, est-ce que c'est quelque chose qui te hante, qui t'habite, auquel tu dois penser régulièrement? Comment tu gères cet aspect-là? Si tu as le goût de parler de ça, sinon on move on, puis y a pas de... Ben, je veux dire clairement, il y a beaucoup de compétition, surtout encore plus là, avec GenAI maintenant. Tout le monde embarque là-dedans. Il y a plein de compétitions partout. Puis tu sais, veux pas... si tu recules il y a une dizaine d'années, c'était compliqué faire un search engine. Là, aujourd'hui, il y en a plein d'open source. Tu es capable de monter une solution quand même basic, là, mais relativement rapidement. Là, bâtir une solution qui handle des cas complexes, c'est une autre histoire totalement. Fait que, oui, je pense qu'il faut toujours suivre c'est quoi que la compétition fait. Côté technologique, comment on fait pour leverager ce qui existe dans le marché de plus en plus versus nécessairement tout builder. Puis on ne build pas tout, là, mais je pense que ça, c'est la partie qui est super importante. C'est difficile des fois de garder, de suivre le beat de certains projets open source, par exemple, il y a full de contributeurs, puis il y a full de vélocité et tout. Mais en même temps, je pense qu'il faut essayer d'y aller avec nos forces et faiblesses. La beauté d'un logiciel comme le nôtre, de notre plateforme, c'est que c'est une plateforme qui est très horizontale. On peut faire n'importe quoi avec ce qui a rapport à la gestion documentaire. On peut faire du e-discovery, comme du e-commerce, comme on peut tout faire. Mais le gros downside de notre plateforme, c'est qu'on peut tout faire. On peut faire du e-discovery. À un moment donné, il faut que tu dises non, nous, on va faire ça. Puis nous, on est très bons dans les cas complexes. On n'ira pas chercher un petit client de e-commerce qui a 102 produits dans son... On va aller chercher un cas complexe qui a, mettons, je sais pas, on a des cas complexes où le client, il y a 300 000... je pense qu'il y a 3 millions de SKU, puis il y a 100 000 clients, puis chaque client a un prix différent. Ouais. Comment tu fais ça, là? OK. Là, c'est là, on a appliqué pour un brevet pour comment on le fait parce que c'était quand même assez compliqué. Puis c'est un gros différenciateur là, parce que la plupart des technos vont flattenner le data, là, mais 3 millions de SKU fois 100 000. Fait maths, ça en fait beaucoup des documents updatés dans un index. T'as mentionné brevet, c'est-tu une chose qui... Je suis vraiment pas familier avec la notion de juste comme... C'est quoi le mot? Déposer des brevets, obtenir des brevets. C'est quelque chose que vous faites souvent? C'est quelque chose qui a un avantage? Pas nécessairement souvent, mais quand on a des bonnes idées puis des affaires, on fait comme, hey, attends un peu, on va en faire. Il y a des compagnies qui font beaucoup ça. Je pense que c'est un peu moins populaire, mais quand on a une bonne... comme cette idée-là était quand même assez importante pour nous. Ce que ça fait, c'est que ça protège cette innovation-là d'une compétition. Exactement. OK. Ouais. Mais ça, c'est ça. Ça doit être rendu pour des trucs qui sont assez edgy. Parce que c'est ça, exact. Le reste du code est quasiment tellement tout démocratisé, les tooling open source puis tout ça. Ouais. Comment est-ce que tu apprends l'information à propos de la compétition? C'est-tu des ingénieurs ou des vendeurs dans ton staff ou dans la compagnie que de temps en temps tu bouffes avec ou tu as un meeting avec? C'est-tu toi qui cherches activement? Tu parles avec un client puis là ils te disent non, mais X, les autres sont capables de faire ça avec le search. Comment que cette information-là arrive dans ton cerveau? Mais c'est un peu tout ça, là. OK. C'est un peu tout ça, là. C'est que dans le fond, c'est mettons, compétition chez nos clients. Clients qu'on gagne, ben là, on apprend un peu des affaires sur la compétition. Les press releases, mettons, les affaires d'Elasticsearch, tout ça, c'est quand même assez facile de jouer avec. On est capable de les voir. Algolia, ben, on suit pas mal qu'est-ce qu'ils font. Puis on a des gens qui font ça aussi au niveau de nos équipes, là, qui suivent la compétition, qui montrent
montre des decks sur comment se battre. C'est quoi, genre, leur rôle? C'est-tu des product marketers? Ou Ouais, c'est dans l'équipe de product marketing. Ouais, genre intelligence à la compétition. C'est ça. Puis côté engineering, ben là, mettons, tout ce qui est ML, ben on a des gens qui font des conférences. Côté search, la même chose. Là, une grosse conférence qui s'appelle les Stacks qui avait lieu la semaine passée d'ailleurs. On a les gens qui vont voir qu'est-ce qui se passe. Oh, OK, telle affaire, c'est intéressant. OK, ils sont où par rapport à nous? OK, nous, on est là, on fait telle affaire. Ce genre de choses-là. Puis tantôt, dans tes bons coups, là, Marc, t'as dit que certains des bons coups, c'est d'embaucher des perles ou des gens qui bougent l'aiguille un peu dans la compagnie. T'as-tu comme des trucs ou des leçons pour comment engager du talent top tier, mettons? Ben, tu sais, j'ai-tu des trucs? C'est une bonne question. Je pense qu'à force de faire des entrevues, tu réussis à détecter certaines affaires. Puis tu réussis à poser les questions pour aller chercher les réponses que tu veux. Là, je fais moins tu sais, je me ramasse souvent dans le processus d'entrevue vers l'entrevue finale. Là. Je ne suis pas sur les entrevues techniques. Fait qu'à ce moment-là, je vais chercher vraiment est-ce que cette personne-là va fitter dans l'équipe, puis comment elle réagit par rapport au feedback, comment elle réagit par rapport fait que tu testes un fit culturel plus. Là. Oui, je vais tester un fit culturel. Mais tu sais, j'en ai fait en masse des entrevues techniques. Là, oui. Mais plus tant aujourd'hui. Plus tant aujourd'hui, c'est ça. Ça dépend à quel moment je me fais rentrer dans le process. Là. OK. Mais pendant un bout de temps, j'ai passé en entrevue tous les gens qu'on a embauchés en R&D. Là, jusqu'à une centaine d'employés quasiment. Là. T'as-tu un pattern ou une tendance qui est un drapeau jaune ou un drapeau rouge sur un candidat qui te vient en tête? Ou l'inverse, un drapeau vert? Oui, je veux dire, quelqu'un qui parle beaucoup en jeu, mettons. Là. Ah, intéressant. Je fais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu sais. OK. Ben, OK. Intéressant. Vous étiez 32 dans l'équipe, t'en as fait beaucoup des choses, tu sais. T'as souvent, tu sais, comment cette personne-là va se comporter dans l'équipe, dans la culture. Tu sais, parce que quand tu bâtis une équipe de R&D, puis comme j'ai fait, puis comme on a fait chez Coveo, à un moment donné, la culture devient importante. Tu sais, on a des gens qui vont fêter qui ont leurs 24 ans chez Coveo, là, on les retient pas avec des chaînes. Là, je veux dire, il faut qu'il y ait quelque chose là, qu'on fait bien. Il y a quand même un bon niveau de rétention. Puis on parlait de Guillaume, là, quand je l'ai embauché, il me dit, moi, je suis ici 3 ans, puis je pense qu'il est resté 6-7 ans. Là, mais je pense que il y a quelque chose qui a fait que la culture est importante. Des gens passionnés, des gens qui veulent bouger les choses, qui veulent la faire avancer. Tu veux pas briser cette culture-là. Hein? Puis, donc ça, c'est important d'aller le chercher quand tu embauches. Ça fait partie des choses qu'on regarde beaucoup. Là. Mais puis après ça, ben, on se trompe. Là. Puis là, ben, c'est pas contre la personne, mais il faut que tu réagisses le plus vite possible. Ouais, c'est pas la partie la plus fun. Non. Non, mais il faut que tu vois ça. Faut que tu le fasses de façon respectueuse, puis c'est pas contre la personne, mais il faut que tu vois que l'inverse, de garder une personne qui ne fit pas, c'est tellement pire parce que là, tu scrapes toute ta culture puis toute ton équipe actuelle. Puis ça, si tu veux pas ça, là, jamais. Absolument. Ça me rappelle certains souvenirs. Écoute, on a beaucoup parlé du cloud déjà, fait que je pense pas que je vais recreuser là-dessus. Mais là, ce qui est nouveau-ish, mettons, chez Coveo, c'est plus la partie d'AI, spécifiquement Generative AI. Fait que ma question pour toi, c'est d'un point de vue technique, là, sur l'infrastructure qui est nécessaire pour utiliser cette technologie-là pour créer des expériences personnalisées, donner des réponses pertinentes au monde, peu importe que ce soit en e-com ou à l'intérieur d'une grosse compagnie. L'infrastructure technique, c'est-tu coûteux? C'est-tu complexe? Y a-tu des petits hints que tu peux nous donner de ça ressemble à quoi? T'sais? Ouais. Ben, tu sais, en partant, juste pour relativiser un peu, on est un des très gros clients d'AWS Canada. C'est qu'on genre proche du top 10. Là. C'est bon. Fait qu'on a quand même beaucoup. Notre infrastructure cloud est quand même assez grosse. Il y a pas mal de gens. On a 2 personnes qui font juste gérer les coûts cloud chez nous, dans l'équipe. Donc, c'est leur job à temps plein. Incroyable. Oui. fait que maintenant, notre infrastructure fait qu'il y a beaucoup de données qui rentrent, il y a beaucoup de requests qui rentrent par seconde. Puis là, ta question, c'est plus par rapport à comment on gère les données, c'est ça? Ouais. Puis l'AML, c'est ça. Ouais, mais il y a plusieurs aspects à cette question-là. Il y a premièrement, comment tu fais pour donner accès aux data scientists et à ceux qui font les ML models aux données
alors qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux données clients parce que c'est des données clients. Puis les données clients, il faut qu'ils restent dans le cloud. Puis là, tu ne peux pas copier les données du cloud. Ça, c'est un aspect qui est compliqué. Là. Ouais. Donc, tu as cet aspect-là qu'on doit gérer, qu'on doit faire... soit essayer de faire de l'anonymisation, soit essayer ou les faire travailler avec une partie de données d'un client qui a accepté. Mettons, on a un partnership avec le client XYZ, on est en train de faire un ML model juste pour eux autres, pour optimiser whatever, le revenue per visit. Ben là, eux autres vont nous dire, OK, ben on accepte que vous utilisez nos données pour faire ça, puis à ce moment-là, on travaille avec ces données de clients-là. Puis là, eux, il faut que dans leurs terms of service, après ça, ils disent qu'il y a un de leurs... third party. C'est exactement, c'est ça. Mais écoute, l'architecture, en arrière, là, je veux dire, on est majoritairement sur AWS. On utilise Snowflake comme Data Lake. Puis toute notre pipeline de machine learning va aller siphonner data de Snowflake. Pendant un bout de temps, c'était sur S3. C'était pas mal en migration vers Snowflake. Puis les ML models sont générés. On a notre propre plateforme de hosting de ML model qui est capable de faire de la réplication. Fait que vous avez développé ça vous autres même, dans le fond. Non, c'est ça. Puis parce que dans le temps, il n'y en avait pas tant qui faisaient exactement ce qu'on avait de besoin. Aujourd'hui, on pourrait en faire. Écoute, là, c'est moins un peu mon monde là aujourd'hui. C'est moins le mien non plus. C'est ça. mais c'est ça. Mais la plateforme qu'on a développée permet de loader des modèles puis les répliquer sur plusieurs machines ou des régions puis scaler in, scaler out au besoin. Mais c'est quand même assez complexe tout ce qu'on fait. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que un engin de recherche, incluant les ML models, il faut que ça réponde vite, là. À part la partie GenAI où le monde sont prêts aujourd'hui à attendre 3, 4, 5, 8 secondes avant de le voir, là, je veux dire, mais il faut que tu vois déjà rapidement que ça va répondre. Mais un search engine, tu veux que ça soit rapide. Ben, c'est parce que les attentes de l'utilisateur ont été modulées en fonction des microsecondes, parce que Google a écrit, je sais pas combien de microsecondes il générait tes résultats. Puis un des petits trucs de UX que OpenAI ont fait de vraiment cool avec ChatGPT, c'est justement de générer caractère par caractère pour que tu aies l'impression d'être en train de pogner de la valeur puis des réponses, même si elle n'est pas finie ta réponse. Puis tu peux le lire de même, mais c'est moins le fun. Et il y a comme un sentiment de c'est déjà. Il travaille, puis on sait que ça s'en vient, il n'est pas buggé. Exact. Parce que, Puis, t'as parlé de quelque chose, t'as dit, hey, j'ai du staff qui c'est juste dédié à manager nos coûts d'AWS, mettons. Ça m'a comme fait penser au niveau plus comme sécurité, compliance, tout ça. C'est-tu gros comme cost structure chez Coveo en termes de salariés qui sont sur la sécurité, les compliance, tout ça, ça va être méga important quand même. On embauche, by the way, dans l'équipe de sécurité. En fait. Notre defensive security, serait le fun d'avoir plus de monde. Pour l'instant, c'est peut-être une équipe de 4 personnes, je pense, en défense. Puis là, si en GP... défense, c'est tellement un titre hot. Non, c'est ça, c'est vraiment cool. Si JP m'entend, puis il dit, Marc, tu as dit 4, mais on est 3, je vais en entendre parler, mais en tout cas. Mais écoute, c'est une chose super importante. Là, la sécurité dans le cloud, il faut que ça soit la priorité zéro là, pour tous les SaaS. Là. Puis si ça ne l'est pas, c'est une problématique. Là. Mais surtout avec le scale de client que vous avez. Exact. Puis plus tu avances. Par contre, je dis toujours, parce quand j'ai embauché mon directeur en sécurité il y a longtemps, il disait hey, là, il faut faire ça, telle affaire. C'est infini. Là, je fais comme, hey, j'ai une bonne idée. On arrête là, dans ce temps-là, peut-être il y avait 125 développeurs. On arrête les 125 développeurs pour la prochaine année, puis on fixe des vulnérabilités. T'aimerais ça? Ouais, ça n'a pas bien de bon sens. Hein? Ouais, mais tu l'as comme caricaturé pour. Ouais, je veux dire, à tous les jours, il en sortent des nouvelles vulnérabilités. Là, ça ne marchera pas. Là. Comment on fait ça? Fait que, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose que. Il est encore là? Oui. Ce gars-là? Oui, absolument. De façon incrémentale, tu améliores tout le temps ta posture de sécurité. Exact. Tu pars d'une start-up où tu as 8 personnes qui ont le compte admin de ton AWS à 250 personnes qui ne l'ont plus. À un moment donné, c'est comme... Puis qui n'ont plus accès, puis ça prend des temp access, puis c'est compliqué d'aller se loguer dans le cloud, puis idéalement, ils n'iraient pas. Je veux dire, c'est un exemple, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses en sécurité. Puis en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne approche là, quand tu pars d'une start-up à une grosse business, plus ça va aller, plus ça va être tight, puis plus tout le temps. Mais oui, il y a quand même beaucoup de dépenses
dans notre compagnie en sécurité. Tu sais, les softwares on a plein de softwares qui monitorent notre cloud live, il y a des modèles AI là-dedans qui déterminent chaque service est supposé de faire tel behavior. Quand le service change trop, ça lève des alertes. On s'assure que c'est ce genre d'affaires-là. Là. Puis t'as comme pas le choix d'avoir ça. Là, puis j'imagine que le cutting edge puis la crème de la crème en sécurité, c'est le iPad quand je rentre dans le bureau pour mettre oui, ça c'est hot. Ça c'est un gros cost. Ça c'est vraiment hot. Oui, c'est vraiment hot. Surtout que souvent, l'imprimante ne marche pas. Après ça, tu te promènes. C'était comme un petit code, en tout cas, une petite carte dans le fond là, qui était imprimée. J'aime bien ça. T'es pas mal le seul. Non, ton nom, il est long à écrire en plus. Puis on dirait que si je viens pas assez souvent, il faut que je le refasse. Là, je pense qu'il y en a un qui peut se rappeler anyway. Je veux juste te dire que bon, le iPad, c'est tel que tel. Il y a des normes de sécurité pour rentrer chez Coveo, c'est normal. Là, je respecte ça. Fait que mais la machine Coupa, ça, j'en parle à chaque fois que je parle de chez Coveo. La machine Coupa, moi, là, j'adore ça. Moi, c'est genre mon dada. Là. Si je voulais pas avoir ma propre compagnie, je viendrais travailler pour la machine Coupa. Juste pour la machine Coupa. La machine Coupa, pour ceux qui écoutent, là, c'est comme un petit écran. Tu as un UI pour choisir les saveurs d'eau pétillante et ou sucrée que tu veux te faire avec la grosseur. Puis ça te fait ça custom. Puis c'est vraiment de la bombe. T'as toujours un peu le goût du précédent, par exemple. T'sais, moi, je le prends tout le temps flat. Là. Je me ramasse tout le temps avec un goût de melon d'eau ou de framboise. Feedback client. Feedback client. Feedback client. Si vous écoutez. Ouais, c'est ça. Exact. Pouvez-vous me fixer ça, là, s'il vous plaît? Pouvez-vous tirer les premières gouttes ailleurs que dans mon verre parce qu'il goûte encore? Là. Imagine si je mets ça comme preview. C'est ça le preview. Un des co-founders de Coveo, tu le potes, je suis vraiment fier. On parle de fucking Coupa. Alright. Ouais, j'ai une question un petit peu plus personnelle pour toi. Tu sais, Coveo, là, le 24 ans, c'est-tu Copernic plus Coveo, mettons? Ok, c'est bon. Ouais. Ben, Coveo, ça fait plus de 20 ans, mettons? Ouais. Clairement, ça a été un succès à plein d'échelles. Clairement, ben, vous êtes rentré en bourse, c'était en 2021. 21, ok, je pensais que c'était avant ça. En 2021, probablement que si tu voulais prendre une retraite au chaud, confortable, à quelque part, tranquille, tu pourrais, financièrement parlant. À moins qu'il y ait des... En tout cas, c'est mon assumption. Si tu me dis qu'elle est mauvaise, tu me dis qu'elle est mauvaise. Mais pourquoi tu fais pas ça? Puis pourquoi tu es encore motivé à rentrer à job, à construire de quoi, à amener ça plus loin? Qu'est-ce qui brûle encore, là? Ouais, c'est de la passion. J'aime ça. Honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir. Il y a plusieurs affaires, là. Évidemment, je pense qu'au fil du temps, tu te mets à y penser pareil, là. Je veux dire, j'ai plus 25 ans, là. Tu te dis, OK, ben, je suis plus proche de la retraite que du début de ma carrière. Ouais. Mais je me vois pas arrêter, là. Puis... Pas tout de suite, là. Puis même après, mettons, après Coveo, tu sais, what's next après Coveo? Mettons, dans 5 ans, c'est une bonne question. Je suis plus là, tu sais, what's next, là, tu sais. Il va falloir que je reste impliqué, je fasse des choses, là. Probablement être sur des boards ou ce genre de choses-là, faire du coaching. Ça, je trouve que ça pourrait être le fun. Ma blonde aussi, elle a changé de travail, elle est infirmière à la base. Maintenant, elle est directrice du centre Bon Enfant Dionne à la maison Michel Sarrazin, une maison de fin de vie. Ouais. Donc, c'est un centre de jour. Puis, ça s'accomplit énormément là-dedans. Ouais, fait que ça change beaucoup cette perspective-là parce que quand elle était infirmière avant, elle comptait quasiment les heures qu'il restait à travailler avant sa retraite. Là. Alors que là, tu sais, c'est comme, regarde, elle aime vraiment ça. Là. Ouais. Puis, c'est une belle mission, cette organisation-là. Oui, vraiment. Je suis déjà allé visiter. Là. Ouais. C'est quelque chose. Ouais, je fais du bénévolat quand même assez souvent. Là. Fait que je vais Fun fact, puis au pire, je l'ai dit très out, là, puis c'est méga personnel, mais moi, j'ai longtemps fait de l'anxiété puis de l'angoisse par rapport au concept de la mort. Puis une psy que j'avais, elle m'avait dit, tu sais, peut-être que pour des exercices d'exposition, tu devrais juste appeler là, puis comme aller prendre une visite, puis voir comment les gens se sentent qui sont dans cette maison-là. Puis tu vas voir que c'est pas si sombre ou si genre épeurant, qu'est-ce que tu penses? Puis je me rappelle le gars qui m'avait accueilli, là, man, il y avait une genre de sérénité ou de calme, ce gars-là, puis de présence, que j'étais comme, OK, man, tu sais, ça a comme morphé un petit peu ma vision de cette espèce de menace-là que je me créais dans ma tête, puis le lieu aussi physiquement, comment c'est organisé quand t'arrives avec les arbres, tu sais, man. Wow. Non, c'est super. C'est quelque chose. Fait que kudos à ta blonde, c'est fucking cool. Ouais, merci. Ah non, très cool.
Fait que t'as-tu déjà investi dans des startups ou des projets au Québec, mettons? C'est-tu le genre d'affaire qui t'intéresserait peut-être? Ou... Ben oui, je suis absolument pas fermé. Je l'ai jamais fait, par contre. OK. Mais j'ai fait du coaching avec une couple de gens start-up. Ben, Keith Baudouin, Mathieu Simard. Ben oui, Ah, Keith. il est cool. Qui t'a dit après? Mathieu Simard. Il avait parti AppGeek dans le temps. Oui. Puis, Je connais pas, par exemple. Ouais, OK. Puis c'est ça. Mathieu il avait été stagiaire chez Coveo. Il m'avait appelé Marc. On a besoin d'un mentor. Ça, c'est une cool. espèce de programme pour avoir du financement ou un prêt, je ne sais plus trop, pour leur start-up. OK. Puis je suis embarqué dans l'espèce de mentorat Canada. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Puis j'ai été mentor pour eux autres. J'ai été dîner une couple de fois. Je les ai guidés puis tout ça. Puis après ça, quelques années après, je me suis fait approcher par Louis-Félix Boulanger qui était chez Bon Look, qui avait travaillé chez Coveo aussi. Puis il avait besoin de quelqu'un sur le board. Tu sais, honnêtement... Je vais dîner avec full syndrome de l'imposteur. Je suis comme, je vais vous apporter quoi? Là? Je me sentais un peu comme ça. Mais finalement, je suis rentré et j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris plein de choses. Mais bon là, lunettes, je suis rentré en 2018 sur le board. Puis pandémie en 2020, eux autres, ils géraient quand même pas mal de magasins. Là. Mettons que ça change un peu l'optique de la business. Puis là, ben, ils ont été achetés en 2021. Par FYI Doctors, fait que le board a été comme dissous. Fait que là, je suis plus là. T'as-tu aimé ça, cette expérience-là? Vraiment. Sur un board? Ouais, vraiment. Là, ben, en tout cas, je viens de signer sur une autre compagnie. C'est pas encore officiel. Ben, c'est pas encore public, là, mais ça va être annoncé bientôt. Je vais être sur le board sur une autre compagnie. Ce que je peux te dire, c'est que t'as comme investi dans un projet québécois sans le savoir. C'est que tes lignes de code que t'as écrites en 2005, qui ont réussi à créer un produit qui a généré de l'argent, qui a fait que la compagnie aille public, qui a fait que Hélène, Florence puis Marie-Lou soient employés chez vous, puis que ça se passe finalement, travaille avec vous autres, ben vous êtes devenus partner. Fait que tu sais, c'est comme... moi, c'est le client le plus hot, là, tu comprends? Là, d'avoir Coveo comme partner, c'était un gros achievement pour moi. Fait que, cool. Ça aide à propulser ça se passe. Puis, tu sais, ça se passe, c'est all about lever toutes les startups, puis redonner un spotlight sur les scale-ups aussi, puis que tout notre écosystème lève par en haut, parce que je trouve ça malade, tu sais, les talents qu'on a au Québec. Là. Je trouve ça cool que tu aies joué le rôle de mentor de même aussi. Là. Moi, écoute, à mon échelle, j'ai été mentor pour certaines personnes, puis le feeling d'ordonner, c'est malade. Ah, j'aime ça. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours aimé ça. Mais fun fact, tu parles de ton espèce de diagramme là, sur la table. Là, je trouve ça intéressant. Mais mon fils, il est en informatique aussi. Puis il a eu un stage à Vancouver chez AWS l'année passée. Let's go, nice. Et puis, il est tombé sur le code search. Puis il a comme fait, je vais chercher mon nom. Est-ce qu'il a cherché son nom? Jérémy sans façon. Puis là, il est tombé sur du code que j'ai écrit dans un projet open source back then, qu'eux autres utilisent à l'interne. Puis il m'envoie le commit. Puis il dit... Papa, c'est toi? C'est capoté? J'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est fort. C'est très fort. Genre niveau de programmation pas mal, vraiment. C'est hot, man. Je suis content pour toi. C'est drôle. Est-ce que le Generative AI a changé quoi que ce soit dans ton quotidien à toi? Oui, clairement. J'utilise ça presque tous les jours. As-tu un exemple? Étant une compagnie francophone, pour moi, le français, c'est quand même assez important. Là. J'aime ça. Quand je fais des communications, mettons, à la R&D au complet, je vais l'écrire en français, mais évidemment, je trouve que je l'écris en anglais. Ça fait que je vais l'utiliser pour traduire. Ouais. Vraiment meilleur que Google Translate. Je peux, des fois, pas partir de la page blanche. Là. Tu peux utiliser ça. Quand je codais encore, Copilot, c'était quand même assez nice. Là. J'étais impressionné de ce que ça faisait il y a quelques mois là, quand j'ai utilisé ça. Okay. Fait que oui, ça. Puis évidemment, ben, notre produit fait ça aussi. Ça fait que des fois, quand tu te ramasses à faire quelque chose dans notre produit, ben, tu es capable d'aller poser des questions sur notre aide en ligne, puis ça te montre comment le faire. Ça fait que c'est cool. Là. Pas nécessairement ça que j'utilise tous les jours, là, mais beaucoup sur, c'est ça, traduction, essayer de générer des pages blanches. Trouver faire de la recherche avec... J'ai toujours peur qu'ils me mentent. Là. Ouais, je comprends qu'ils mentent. Là, j'oublie la quote de Laurent, là, mais c'est genre... ChatGPT, il ment de façon confidente. Il est très confiant quand il ment, là, quelque chose comme ça. Là, mais avec confiance et éloquence. Genre, il ment avec confiance et éloquence. Mais c'est ça pareil, parce que
tu poses quelque chose, puis là, si tu vas pas checker les faits, tu sais pas, là, il t'a sorti quelque chose. Et quand c'est sorti, tu sais, qui sont les fondateurs de Coveo, puis il y avait Laurent, puis 3 personnes qu'on connaissait pas. On était là, il y a pas eu ça. Tu check ton cap table. Ouais, c'est comme... Exact. Sais-tu, je vais te partager un use case que moi j'ai fait récemment. Fait que, bon, dans ma business, ça se passe, mettons, il y a différentes manières de monétiser. C'est plus un play médiatique que software, mais bon, il y a une petite partie software avec la plateforme web. Il y a différentes manières de monétiser, puis je voulais réfléchir à ça. Puis j'avais 2h30 à tuer sur l'autoroute en revenant de Montréal. Fait que j'ai pris ChatGPT. Je l'ai mis en mode que je lui parle voice, là. Puis, grosso modo, je l'ai traité comme une espèce de coach, thérapeute d'affaires. Puis j'ai dit, alright, je l'appelais Chad. Je disais, alright, Chad, aujourd'hui, je veux te parler de ma business. Pose-moi des questions sur ma business. Ma business, c'est ça que ça fait. Demande-moi comment je fais de l'argent. Je disais, voici comment je fais de l'argent. Je veux changer ça. Je veux diversifier telle affaire. Fait qu'il me posait des questions. Puis là, soit moi, je sortais une idée ou lui sortait une idée que je faisais, ça, j'y avais pas pensé. Demandons un peu plus d'infos sur, mettons, Patreon. OK, c'est quoi les pricing plans de Patreon? OK, fait que ça serait quoi les économiques si, mettons, j'ai 100 personnes qui payent? Puis tout ça s'écrit en chat au complet pendant que moi, je chauffe en parlant à ChatGPT. J'arrive chez nous, je dis « Hey, avant qu'on finisse, fais-moi un résumé de ça. That's it. » Puis tu sais, toute ma session un peu stratégique seule, j'étais comme... Chris, ça marche bien, là, genre, vraiment. Oh, c'est cool. Moi, c'est un bon use case. Moi, j'ai bien aimé ça. Nice. OK. Est-ce que tu as changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? On y a répondu. Non, il n'a pas répondu. Je souris parce que j'y ai vraiment pensé longtemps avant d'arriver avec une réponse. OK. Oui, j'ai changé d'idée sur plein de choses, là, visiblement. Des choses qui sont futiles, là. Mais c'est probablement pas ça. Ben, écoute... Ça m'intéresse, pareil. Écoute, celle-là, ma blonde, elle va l'écouter, elle va la trouver drôle, mais écoute, moi, j'aime les chiens. On a perdu notre chien il y a 2 ans, puis j'étais vraiment déçu. Ça fait qu'on a décidé d'avoir un autre chien. Puis là, ma blonde puis ma fille ont dit, ce serait vraiment le fun d'avoir un 2e chien, tu sais, en même temps. Là. Okay. Là, j'étais comme, non, juste un chien. Juste un chien. Fait que visiblement, j'ai changé d'idée parce que maintenant, j'ai 2 chiens. Je m'en souviens pas, mais j'ai changé d'idée. Non, faire sa part, je pense que, tu sais, j'ai parlé de ma carrière, tu sais, IC versus manager, tu sais. J'ai fait le switch de manager, mais tu sais, je pensais pas que j'aimerais ça. Ça fait que je sais pas si c'était un bon changement d'idée, là, mais tu sais, j'étais pas sûr que je le faisais un peu comme par nécessité. Là, qui va le faire, tu sais? Tu sais, à un moment donné, dans la business, tu te ramasses à faire... Tu peux faire des choses que d'autres personnes font, mais il y a des choses qui sont pas faites parce que t'es pas mal la seule qui peut le faire, ou au moins qui est capable de dire « faut le faire », puis de diriger les personnes à le faire. Puis ça, cette affaire-là, j'aimais pas ça au début, je pensais pas aimer ça. Ouais. Puis aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je pense que tu as changé d'idée finalement sur la valeur que ce rôle-là a ou la capacité de ce rôle-là à te rendre heureux, peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Fair. Ouais. J'ai changé d'idée, j'aimais pas le scotch puis le whisky, puis maintenant j'adore ça. T'es sérieux? Ouais. Puis j'aimais pas le gin, puis j'ai tout le temps autant ça. Ça fait que... Il y a des choses qui changent pas. Exact. Ben écoute, je vais savoir quoi t'acheter si à un moment donné, faut que je t'envoie un beau merci. Pour finir, Marc, t'as-tu des shameless plugs, des URL que tu veux que le monde en regarde, des embauches à faire, peu importe c'est quoi? Ben écoute, évidemment, on embauche, là. Fait que je pense qu'en sécurité, JP aimerait bien ça travailler avec vous. Okay. Il est vraiment cool en sécurité. Gestion de produits, product management, on a des embauches. Puis écoutez, contactez-moi si vous voulez qu'on jase de quelque chose. Sur LinkedIn, t'es-tu ouvert? Ou... Absolument. Okay. Super. Ben moi, je vais te la faire aussi, la passe, là, mais saspace.com/partenaire avec un S/Coveo. On a des belles entrevues custom. Il y en a plus qui s'en viennent aussi sur justement les différents types de rôles chez Coveo. Toutes les postes qui sont ouverts sont là aussi. Puis sinon, ben, vous googlez Coveo Carrière, puis vous avez un méchant beau site carrière direct. Écoute, Marc, ça a été vraiment un plaisir et un honneur, man. Je suis très content que tu sois venu sur le pod, puis merci. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi.